1, 2, 1, 2. C'est bon. Là, c'est bon. T'es sûr ? Ok. Bonjour à tous et à toutes. On va ouvrir le bal des conférences avec Cassandre du réseau Sentience. Passionnée de philosophie et des questions éthiques, elle va nous parler de la sentience, un concept clé dans la lutte contre l'exploitation animale. Une belle manière de lancer cette journée riche en réflexion et en échange. Merci d'accueillir chaleureusement Cassandre. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là et merci au Festival d'OVJ Fassol de nous avoir donné l'occasion de pouvoir parler de ce concept très important. Je représente aujourd'hui l'association Sentience. Donc comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on s'appelle comme ça. On va pouvoir donner une petite définition de ce que c'est la sentience et aussi en conclure justement les conséquences éthiques que ça a, qui sont le sentientisme. Donc voilà un peu le plan. Donc je vais vous présenter ce que c'est le réseau Sentience, juste pour que vous ayez une idée de ce que l'on fait un petit peu. Ensuite, on parlera plus précisément de la sentience et du sentientisme. Et après, on vous expliquera, parce que nous, on est une association qui est exclusivement dans les universités. Donc on verra quel est l'intérêt en fait de militer dans les universités. Donc pour commencer, on est une association antispéciste. Donc antispéciste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se bat contre le spécisme. Donc pour comprendre un petit peu, pour que tout le monde ait les mêmes bases, je vais vous définir ce que c'est le spécisme. Donc je reprends la définition de Sarah Zanaz qui a publié un article dans l'Amorce. Donc à l'échelle individuelle, c'est la discrimination arbitraire des individus qui se fondent sur l'espèce. Donc en fait, c'est une supposition justement de la supériorité humaine qui fait qu'on peut avoir des comportements oppressifs envers les autres animaux. Donc, par exemple, se dire « je suis le maître de mon chien, donc j'ai le droit de le frapper parce qu'il est inférieur à moi », le fait de se dire qu'on peut enfermer un poisson rouge dans un bocal, ou le fait de se dire « une vache est moins intelligente et elle est faite pour être mangée, donc j'ai le droit de la manger ». À l'échelle de la société, c'est véritablement un système d'oppression qui est fondé justement sur l'espèce et sur la suprématie humaine sur les autres espèces animales. Donc ça se manifeste sur le plan culturel, sur le plan institutionnel et économique. Donc sur le plan culturel, on a des représentations justement qui sont spécistes, où on va perpétuer des stéréotypes négatifs sur les autres animaux pour justifier leur exploitation, en la faisant paraître juste, nécessaire, voire même naturelle. Au niveau institutionnel, du coup, on est dans des sociétés qui produisent des lois qui visent à justifier et légitimer justement cette violence systémique envers les autres animaux. Et au niveau économique, bien sûr, tout un pan de notre économie extrêmement important dépend de l'exploitation des animaux. On peut penser notamment au secteur alimentaire où tous les ans dans le monde, on a 80 milliards d'animaux terrestres, plus de 2000 milliards de poissons, et 25 000 milliards environ de crevettes, par exemple, si on veut parler des crustacés, des animaux un petit peu plus petits qui sont souvent oubliés. Voilà, notre économie en fait, est fondée principalement sur l'exploitation des animaux. Et après, on peut parler aussi, par exemple, des animaux qui sont utilisés dans les laboratoires, qui sont utilisés aussi comme attractions, par exemple dans les zoos ou dans les cirques. Donc, le réseau Sentience, qu'est-ce que c'est ? On va vous parler un peu de l'organisation et de nos motivations. Donc, c'est un réseau d'associations antispécistes étudiantes qui a été fondé en 2013 à Lyon. Actuellement, on est présent à Rennes, à Paris, dans différentes universités, à Strasbourg et à Lyon. Donc, nos motivations, c'est le constat justement que nous vivons dans une société spéciste. C'est la sentience qui fonde notre éthique. Donc, on verra dans la deuxième partie justement qu'est-ce que c'est cette sentience et justement comment est-ce qu'elle peut fonder une éthique antispéciste particulière. Et bien sûr, nous sommes pour l'abolition de toutes les formes d'exploitation animale. Donc nos objectifs, c'est d'informer et sensibiliser sur la condition des animaux non humains, quelles que soient les formes d'exploitation qu'ils subissent. Ensuite, c'est faire entrer la cause animale dans le débat et la présenter comme un enjeu majeur de nos sociétés. Et enfin, on a aussi un autre volet sur la promotion de l'alimentation végétale pour la rendre plus accessible et plus présente dans le milieu universitaire. Donc, il y a vraiment deux parties, c'est-à-dire qu'on a le réseau qui est là pour accompagner le développement de ces différentes antennes. Et après, les antennes sur place vont mettre en place différents modes d'action et d'événements. Donc, on peut tenir des stands d'information et de dégustation, organiser des conférences, des tractages thématiques, organiser des projections de films et de débats, et aussi mener des campagnes de végétalisation dans les restaurants universitaires. Donc là, vous avez quelques photos justement qui montrent un peu la diversité de nos différentes actions.
Et là, on va en venir justement à qu'est-ce que c'est la sentience. Donc là, on va faire une petite histoire justement de ce concept particulier qui n'est pas encore très diffusé et très populaire en France. En effet, il est rentré dans le dictionnaire Larousse qu'en 2020. Donc on va pouvoir voir vraiment en quoi ça consiste et en quoi ça peut fonder une éthique. Donc, pour cette partie-là, je me suis basée sur cette conférence de Victor Durand-Lepeuch du podcast Comme un poisson dans l'eau. En fait, il est le créateur et l'animateur de ce podcast que je conseille à tout le monde. C'est vraiment très riche pour en apprendre justement sur la sentience en termes de vulgarisation ou en termes aussi d'interviews qu'il peut faire de différents défenseurs animalistes. Donc, juste une petite critique qu'on va désamorcer dès le début. La sentience, ce n'est pas qu'un concept philosophique et militant. C'est vraiment un domaine de recherche particulier, scientifique, qui est rigoureux et qui constitue un champ de recherche à part entière. Donc là, vous avez une petite idée justement de tout ce que ça peut représenter. Donc c'est à la fois la recherche sur le bien-être animal, les neurosciences, la psychologie comparative, la philosophie, l'éthologie, la loi et aussi les sciences comportementales. Donc, une définition déjà pour savoir un petit peu en quoi ça consiste véritablement. Donc la sentience, c'est la capacité d'éprouver des choses subjectivement, d'avoir des expériences vécues, positives ou négatives. Et donc un être sentient, qu'il soit humain ou non, peut ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et percevoir son environnement. Ce qui fait donc que ce qui lui arrive lui importe. Donc, en fait, ça, c'est une notion qui a été distinguée en philosophie, justement. La sentience suppose la conscience. Longtemps, on a cru que c'était que les êtres humains, en fait, qui avaient une conscience. Et ben, on se rend compte que non, la conscience n'est pas l'apanage humain. Donc ça, c'est une distinction de Ned Block, qui est un philosophe de l'esprit, qui a démontré, justement, que cette conscience, cette sentience est ce qu'on pourrait appeler la conscience phénoménale. Donc ça correspond en fait à toutes ces fonctions mentales, ces états mentaux, les mécanismes cognitifs du cerveau, et c'est l'effet que cela nous fait. C'est-à-dire quand on va parler, quand on va penser, quand on va ressentir des émotions, c'est l'effet que cela nous fait subjectivement. Donc là, vous avez un petit schéma justement pour un peu expliquer comment se construit cette notion cette conscience et où la sentience se situe là-dedans. Donc on a toutes les fonctions non conscientes, inconscientes. On a la conscience d'accès d'un côté qui représente les choix rationnels que l'on peut faire. Et puis dans la conscience justement phénoménale, on distingue deux choses. Donc la conscience phénoménale neutre, qui est par exemple qui ne va pas provoquer justement une expérience positive ou négative. Et puis on a ce qu'on pourrait appeler une conscience phénoménale affective, qui là concerne véritablement et les plaisirs et les souffrances. Donc on peut résumer ça en fait en se disant que la sentience c'est un double spectre, à la fois le spectre de la conscience et le spectre de la valence. Donc ça c'est justement ce système de vécu positif et négatif qui se situe entre les deux bornes de la souffrance et du plaisir. Donc c'est assez difficile à étudier la sentience, c'est-à-dire que même pour les êtres humains, c'est pas seulement pour les animaux, comme c'est un phénomène en fait qui se passe en première personne. Pour la science qui cherche à objectiver les choses en troisième personne pour exprimer leur fonctionnement, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est très compliqué. Déjà, d'un individu à l'autre, entre nous, on sait très bien qu'on ne va pas expérimenter la tristesse, la colère, la joie de la même manière. Donc, la difficulté, en fait, c'est de se demander, même au-delà des émotions, par exemple, comment est-ce qu'un chat voit ? Comment est-ce qu'une baleine voit ? Ça, c'est le philosophe Thomas Nagel, justement, dans son article « What is it like to be a bat ?», qui veut faire cette comparaison entre la vision des chauves-souris, qui est basée sur l'écolocalisation, et notre vision. Est-ce que ce sera possible un jour de savoir qu'est-ce que ça fait de voir ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit comme une chauve-souris ? Malgré tout, on a quand même réussi à distinguer des marqueurs objectifs de la conscience. C'est-à-dire qu'on peut voir objectivement si des êtres, des individus, ont la sentience. Donc ça, c'est des marqueurs physiologiques, à la fois sur le système nerveux, la moelle épinière, un cerveau, un cortex ou un équivalent, et la présence de nocicepteurs qui permettent en fait d'avoir ce réflexe justement quand on a mal, avant même de savoir, de ressentir la douleur, on va retirer notre main quand on sent qu'on va être brûlé. On a aussi des marqueurs comportementaux, donc la capacité à agir différemment de la norme, à s'adapter, et des capacités cognitives, comme l'apprentissage. Donc,
une distinction très importante, parce que souvent, c'est utilisé indifféremment en français. La sentience, ce n'est pas la sensibilité. La sensibilité, c'est un terme qui est un peu problématique en français parce qu'il est polysémique et que ça ne renvoie pas justement à cette notion de l'effet vécu, de l'expérience en première personne. En fait, la sensibilité, ça se définit scientifiquement comme la capacité de percevoir, de recevoir et de réagir à des stimuli extérieurs. Et ça ne suppose pas du tout un système nerveux. Donc, comme ça, on va aussi évacuer une des questions qui est souvent posée, c'est non, les plantes ne sont pas sentientes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de système nerveux. Si elles sont sensibles, qu'elles reçoivent des informations et qu'elles vont y réagir. En revanche, en l'état des connaissances actuelles, il n'est pas du tout possible de dire que les plantes ont conscience ou qu'elles ressentent de la douleur, par exemple. Donc, qui est sentient, finalement ? Si on considère les animaux, c'est la très grande majorité des vertébrés. Et ça, c'est la déclaration de Cambridge en 2012 qui l'a établi. Il y a eu quelques avancées aussi. Par exemple, pour les poissons, ça a été un petit peu plus long d'admettre justement cette sentience. En 2003, on a découvert justement que les truites arc-en-ciel avaient cette capacité de ressentir la douleur. Et il a fallu attendre 2016 pour que ce soit vraiment établi, on va dire, à tous les poissons, en fait, à toute la grande catégorie des poissons, qu'ils sont sentients. Récemment aussi, on a découvert et établi que les poulpes, les décapodes, donc tout ce qui est crabe, et certaines espèces de crevettes sont reconnues également sentientes. Alors en ce qui concerne les invertébrés, donc par exemple les insectes, les méduses, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a des soupçons pour certaines espèces, par exemple pour les mouches, les abeilles, mais c'est pas qu'on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas sentientes, c'est juste qu'on n'a pas assez de données. C'est très compliqué parce qu'il y a des milliards d'espèces d'insectes, donc c'est juste qu'il n'y a pas assez de recherche scientifique sur le sujet. Donc, quelle est la conséquence éthique de toutes ces recherches scientifiques ? On peut le résumer comme ça avec ce schéma très simple. Donc, s'il y a de la sentience, c'est-à-dire que les individus ont des intérêts et donc on doit leur réserver un statut moral. C'est-à-dire que la sentience permet d'établir justement l'agentivité d'un individu. Donc, sa capacité à faire des choix, justement pour choisir une expérience qui lui sera profitable. Donc, on peut la faire entrer dans notre sphère de considération morale. En effet, si un individu a des expériences subjectives, c'est-à-dire que ce qui lui arrive lui importe, il a des intérêts, ne serait-ce que le plus fondamental qui est de pouvoir vivre sans qu'on lui nuise. Donc, le sentientisme, on peut dire que c'est cette théorie éthique qui place les êtres sentients au centre des considérations morales et qui vise à réduire au maximum les souffrances des êtres sentients et augmenter leur bien-être. En 2022, il y a eu justement la déclaration de Montréal. Ce sont 450 chercheurs en philosophie politique et morale qui se sont justement positionnés contre l'exploitation animale et qui se sont déclarés sentientistes. Donc, les trois grandes idées sur lesquelles repose justement leur déclaration, c'est que c'est injustifiable moralement d'utiliser les animaux puisqu'ils sont conscients et donc sentients. Donc, on ne peut pas les exploiter, les tuer. La quantité en fait de souffrance que cela crée ne peut pas, alors que c'est pas du tout nécessaire aussi, fait que voilà, leur exploitation, le fait qu'on les utilise, qu'on les mange, n'est pas nécessaire à notre survie. Donc, on ne doit pas les tuer, ni les exploiter. Et enfin, on a aussi ce volet justement sur la reconnaissance d'un statut moral pour les animaux. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2022 et encore maintenant, on doit se positionner contre ces idées ? Donc, on a vu ce que c'était le spécisme, je vous ai donné une définition plutôt générale, mais disons que c'est une idéologie aussi qui s'est constituée au fur et à mesure du temps, et ça fait très très longtemps en fait qu'on baigne justement dans ce spécisme. Donc là, je vais vous donner juste quelques éléments justement de philosophie en fait pour savoir sur quelles idées ça repose exactement le spécisme. Comment ça s'est constitué au fil du temps. Et donc là, c'est un petit peu occidentalo-centré, on va dire. Je parle vraiment de philosophie occidentale et de nos sociétés européennes plus précisément. Donc, on va dire que ça commence avec Aristote dans l'Antiquité, où on fait vraiment... on met en avant en fait l'être humain comme étant un être exceptionnel dans la nature. Donc c'est un être qui est à la fois entre les animaux et les dieux, et c'est le seul à posséder le logos. Donc je ne sais pas si vous avez des souvenirs de philosophie de terminale, mais le logos, ça définit la rationalité, la pensée et la capacité de langage.
On fait un petit bond dans le temps, presque 2000 ans, et là on arrive à Descartes en fait, qui continue d'appuyer justement cet exceptionnalisme humain. Vraiment, l'être humain est un être particulier, il est élu de Dieu, il est choisi de Dieu, grosso modo, c'est un peu ça. Nous sommes les seuls à posséder la conscience. Ça, c'est une des choses que Descartes défend. Il défend aussi le fait que le développement technologique doit nous permettre de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, qui est comme une ressource mise à notre disposition. Et dans la nature, ça comprend bien sûr les plantes, les minéraux, mais aussi les animaux. C'est-à-dire que c'est un ensemble indistinct où on va mettre toutes ces choses qui sont en notre possession, à notre disposition, pour améliorer notre confort et notre vie. Et il invente aussi le concept d'animal machine, qui vraiment définit les animaux comme étant simplement des corps soumis à des réflexes et des actions mécaniques. Donc, sans m'étendre trop, mais disons que ça se fait vraiment dans un contexte très particulier, le contexte de la révolution scientifique, justement, qui a lieu au XVIe, XVIIe siècle, où cette conception mécaniste de l'univers et de la nature s'impose. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait des grandes découvertes, on établit le système héliocentrique, on fait des découvertes en physique, mais en même temps, il y a une espèce de recul comme ça, de conservatisme qui va se mettre en place, où on doit quand même réserver sa place à Dieu dans toute cette nouvelle conception de l'univers qui est beaucoup plus mathématique et beaucoup plus scientifique. Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça. Et donc, on réaffirme la primauté de l'homme. Et c'est bien Dieu lui-même qui lui octroie cette position. Vous avez des naturalistes, donc ça c'est les ancêtres, on va dire, des biologistes, qui peuvent écrire, par exemple, comme Linné ou Buffon, que la poule est venue exclusivement sur Terre pour donner des œufs aux êtres humains, ou que le mouton donne sa laine aux êtres humains, qu'il est là pour ça. Donc, à l'inverse, justement, si on veut refaire une petite histoire philosophique du sentientisme, qui sont les penseurs et les philosophes qui ont réussi à sortir les animaux un peu de cette situation, à commencer à les voir de manière différente. Donc déjà dès l'Antiquité, par exemple, avec Pythagore et les épicuristes, on a des réflexions sur le fait de manger de la chair animale. Il y a un refus justement du sang qui apporterait de la violence à l'être humain. Et un peu plus tard, donc au XVIIIe siècle, on a Jérémie Bentham, justement, qui pose la question, qui pose cette réflexion en se disant l'important pour les animaux, c'est pas de savoir s'ils peuvent parler, s'ils peuvent penser, mais ce qu'ils ressentent. Donc là, on a cette mise en avant justement du fait de ressentir des émotions, de ressentir les choses négatives, de pouvoir éprouver de la souffrance. Et justement, lui va défendre ce qu'on appelle l'utilitarisme, qui est que toute action morale, juste, doit être celle qui crée le moins de mal possible, au minimum, et qui doit aussi augmenter le bonheur général de tous les êtres. Donc ça justifie de prendre en considération aussi les animaux dans nos actions, dans nos décisions morales. Et enfin, on a aussi Darwin et sa théorie de l'évolution, justement, qui montre qu'il y a une continuité biologique entre les êtres humains et les autres animaux, qu'il n'y a pas de cassure comme ça, qu'on n'est pas complètement différents. Et ça permet en fait de voir les animaux justement un petit peu différemment, de les voir un peu plus comme nos semblables. Alors, justement, nous, ce qu'on veut avec le sentientisme, c'est prendre les êtres sentients en compte. Donc c'est très important. Là, j'ai repris justement ce visuel de réplique éthique que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, qui est aussi une page en fait antispéciste avec beaucoup d'informations. Le sentientisme n'a pas pour objectif de sauver la planète, la vie ou la nature. Il vise la prise en compte des intérêts des êtres sentients. Donc ça, c'est très important parce que comme vous l'avez vu, cette notion de nature, elle est très problématique. Elle a été utilisée très souvent pour faire une distinction entre ce qui était nature et culture, reléguer ce qui était naturel à quelque chose que l'on pouvait exploiter, utiliser sans vergogne. C'est aussi un système de hiérarchisation qui a été utilisé, par exemple, pour opprimer d'autres groupes humains, en plus des animaux. Donc voilà, nous, on n'est pas du tout là pour sauver la nature, pour protéger la nature, qui est un concept très flou et qui est très critiqué depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc nous, ce qu'on veut, c'est considérer les individus. Comment on fait pour qu'ils arrêtent de souffrir? Comment on fait pour améliorer leurs conditions, pour que leurs intérêts minimaux soient respectés? Donc ça nous amène justement à pourquoi est-ce qu'on milite, nous, spécifiquement dans les universités. Alors, toutes ces recherches là dont je vous ai parlé, toutes ces réflexions politiques, toutes ces réflexions philosophiques, aussi ce que la science a pu établir, on voit que ça met beaucoup de temps à être diffusé pour le grand public. Parfois, les recherches scientifiques, ça met entre 10 et
même 50 ans, pour atteindre le public. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est amorcer ce changement culturel en apportant l'information au public étudiant. Donc pourquoi particulièrement les étudiants? Parce que c'est un moment de la vie où on se forme au niveau des connaissances, au niveau politique. On s'ouvre à des idées, on essaye de comprendre un peu le monde dans lequel on vit, on veut s'engager politiquement, on veut s'engager pour des luttes sociales par exemple. Donc c'est vraiment le moment idéal justement pour atteindre les jeunes, leur faire prendre conscience en fait de ce que vivent les animaux et de changer notre rapport aux animaux, de changer cette vision que l'on peut avoir des autres animaux. Et justement, on veut faire intégrer le fait que le spécisme, c'est vraiment quelque chose qui doit être aboli, qui doit être interdit, et qu'on devrait protéger, même avec des lois, les animaux. Donc, c'est un espace, les universités qui sont déjà investies par les autres militants des autres luttes sociales. Donc là, vous avez une photo, par exemple, de mai 68. Donc, les universités et les jeunes en particulier peuvent jouer un rôle vraiment central dans les mouvements sociaux et politiques. Donc c'est vraiment un cadre propice à la réflexion, à ces temps de formation où justement on a le temps de réfléchir à ces choses-là, peut-être des choses qu'on ne pourra pas faire dans la vie active après. C'est le moment idéal, on pense opportun, pour apporter ces nouvelles idées, ces nouvelles connaissances et que les gens puissent les intégrer. Donc c'est aussi un cadre qui est favorable à l'engagement dans une association parce qu'on a un petit peu plus de temps, parce que justement les idées que on veut défendre des idées, on veut s'engager. Et aussi le cadre institutionnel est plutôt favorable. En général, les universités vont aider les associations, que ce soit en termes financiers, en termes de communication. On a beaucoup de supports en fait qui font qu'on peut diffuser ces idées-là. Et aussi, c'est une occasion de peut-être construire des carrières militantes, c'est-à-dire qu'un étudiant en droit pourra peut-être devenir un défenseur juridique des animaux, quelqu'un qui veut travailler dans des associations, peut-être qu'il s'engagera pour une association animaliste. Si vous travaillez, je ne sais pas, dans le domaine de la santé ou dans le domaine je ne sais pas, des neurosciences, ça pourra peut-être vous attirer justement pour vous consacrer aux animaux. Donc voilà, nous, ce qu'on voit, c'est que le public universitaire est très vaste. Ce sont des gens qui pourront travailler dans plein de domaines et peut-être aussi participer au changement à la fois dans leur engagement militant à l'université et peut-être plus tard s'ils s'engagent dans des carrières militantes. Donc on est convaincus, nous, de ce grand intérêt stratégique à développer l'implantation de la question animale dans les universités pour faire en sorte que justement on connaisse beaucoup mieux la sentience, qu'on puisse parler des conditions de vie et de mort des animaux qui sont exploités en très grand nombre, en masse. Et voilà, on veut amplifier justement cette prise de conscience chez les jeunes avant tout, puisqu'ils représentent aussi l'avenir à la fois du mouvement et puis du pays. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, on a aussi le contact. N'hésitez pas à venir nous voir. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, je ne pense pas. 2 minutes, ça va être un petit peu court pour les questions. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, on a un stand en bas. Donc si cette présentation vous a intéressé, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir avec Valentine. On est là, on peut répondre à vos questions, on peut échanger. Surtout si vous, en tant qu'étudiant, étudiante, vous voulez vous engager, vous voulez essayer d'ouvrir une antenne dans votre université, vous pouvez venir nous en parler. On vous indiquera ce qu'il faut faire justement pour le faire. Et voilà, je vous remercie à toutes et tous de m'avoir écouté. Et encore merci au Festival d'Ovevy-Fassol de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Merci. Merci beaucoup, Cassandre. Tu as déjà dit que vous aviez un stand en bas. Alors, j'ai juste à vous dire qu'à 13h, on a le concert de Soumana. Voilà, à tout de suite.